Voici une cloche, ou plutôt une grosse sonnette. Voici à présent une vache d'alpage équipée d'une sonnette. Voici un homme, voici une femme. Voici une montagne. Au pied de cette montagne, voici Chamonix, plus communément connue comme la capitale mondiale de l'alpinisme. Berceau et ou terrain de jeu favori de bon nombre d'alpinistes au fil des siècles. Voici un alpiniste, voici une alpiniste. Qu'est-ce qui les distingue du commun des mortels? Leur passion pour la montagne? Certes, mais notons également la présence d'accessoires entre leurs mains. Voici un alpiniste équipé d'un piolet et d'une paire de crampons. Voici une alpiniste équipée d'un piolet et d'une paire de crampons. Nous voici à présent avec 3 alpinistes dans le musée de la marque Simon, où l'on peut trouver à la fois des sonnettes, mais aussi des piolets, des crampons et toute autre sorte d'accessoires dédiés à la pratique de l'alpinisme. C'est vraiment très différent de ce qu'on a maintenant, quoi. Ouais, je sais pas si je... Tu veux t'essayer à l'exercice? Par quelle magie ces objets se trouvent-ils rassemblés au même endroit? Celle de la famille Simon. Installée à Chamonix au XIXe siècle, cette famille d'artisans débute en fabriquant de l'outillage agricole, mais aussi des outils pour leur activité de cristallier. J'adore les noms, quoi. Piranha. Ouais. Ça c'était un super piolet, le Piranha. Le Mustang, ça a été le piolet pour ceux qui passaient le proba. L'épreuve de glace, ils adoraient le Mustang à l'époque. Tu vois là, le Barracuda en carbone là. Ça restait quand même lourd. Hein. Oh, c'est impressionnant, hein, tout ce matos en fait. Présentons à présent nos alpinistes, à commencer par François Marcinier, responsable pendant 10 ans du département alpinisme de l'ENSA. Il a marqué son temps et écrit sa légende avec notamment l'ouverture de la toujours mythique voie Divine Providence. Autre fait notable, l'ouverture en 1994 d'une voie glaciaire en Patagonie pour laquelle il est récompensé d'un piolet d'or. Annabelle Bouchardon, aspirante guide à l'ENSA, ex-membre du Géant, le groupe Excellence Alpinisme National, s'il vous plaît. Forte grimpeuse et forte tête, elle fait partie de cette génération pour qui les grandes jorasses se gravissent à la journée depuis la vallée. Et enfin, Benjamin Védrine, l'homme le plus rapide au monde sur un sommet de plus de 8000 mètres. À l'âge de 33 ans, son palmarès d'ouverture et d'enchaînement est déjà trop long pour être cité en détail. Contentons-nous de citer sa dernière prouesse. Accompagné de Nicolas Jean, il ouvre au Népal, en style alpin, le Janu Est, un sommet de 7468 mètres, resté vierge jusqu'à présent. Tous les 3 collaborent à leur manière avec Simon dans le développement et la conception des outils et accessoires nécessaires à leur pratique. Et ça, le 720, ça a été une révolution, là. Pareil, à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il a eu... Piolet métallique, et puis il avait une lame... t'imagines que Sekinel, il a fait le couloir nord des Drues avec ça, quoi. Mais non. Ouais. Mais là, maintenant, tu te dis, mais on n'a plus d'excuses, quoi. Enfin, là, je me verrais... Tu vois, je verrais que des choses limitantes, quoi. Ah bah. À la grimpe, là. Ah bah oui, c'est clair. C'est comme si je sais pas, après que tu m'enlevais un bras, quoi. Ah bah c'est... Oh là là là. Là, le fast and light, t'oublies, quoi. Ouais, puis même des fois, tu te dis genre, ah, je suis stressé par les conduits, mais là, si tu pars avec ça, t'es stressé par le matos, quoi. T'es stressé. Revenons rapidement sur l'histoire de la famille Simon. En 1860, il crée la toute première marque dédiée à l'alpinisme. Elle s'appellera successivement A. Simon, puis A. Simon et frères, puis François Simon et fils, puis Claudius Simon, et enfin, tout simplement, Simon. Au fil du temps, ils inventent et perfectionnent l'équipement qui permettra aux premiers alpinistes d'atteindre les plus hauts sommets des Alpes, puis de l'Himalaya. Et du coup, pourquoi finalement à la fin mettre ces 2 vis, tu vois? En vrai, les vis, je pense qu'elles pèsent 2 grammes. Ouais, mais bon, sur le total, ça fait un pourcentage non négligeable quand même. Il y a 5 jours là, je me suis vraiment pendu dessus, tu sais, j'avais pas le choix, quoi. Je devais remonter des pieds à plat comme ça.
tout dessus et avant de l'ancrer, du coup, j'ai vraiment, enfin, tu vois, bétonné. Et c'était béton, quoi. C'était vraiment. Surplombant la vallée, voici la Madone de la Dent du Géant. La voie de l'arête nord, ouverte par des Viennois le 20 juillet 1900, sera tout à l'heure répétée par nos alpinistes que nous retrouvons à présent en pleine installation de leur bivouac, la veille de leur ascension. Quelle idée de réunir ces 3 alpinistes sous une même tente. 3 générations distinctes, mais qui cependant partagent cette même passion, ce même appétit, cette même attirance vers les sommets. Cette ascension collective est l'occasion pour nous de questionner de manière large la montagne d'aujourd'hui. Non, je suis content d'y aller. Tout, c'est pas un truc de passage, quoi. Genre, c'est pas un sommet que tu fais pendant une traversée, je veux dire. Ou tu peux le faire d'ailleurs. Mais... Ou alors si tu fais tous les 4 minutes, tu vois. Ouais, voilà. Tu fais genre flamme de pierre, drue verte, droite, courte, Joras, Rochefort, Dent du Géant. Et après tu finis par, je sais pas, les arêtes du diable, tu montes à Mont Blanc. Ouais, carrément. Ça c'est quand même classe. On met le réveil à quelle heure demain? 5 heures. On aura envie de partir, je pense, à 5h. Ouais. Comme ça, on débute l'arête nord, on se dit vers 8h, 8h30. Ouais, tranquille, ça nous laisse le temps, tranquille. Et l'itinéraire est facile à trouver. Ouais, alors après, par rapport à la photo, j'ai un petit doute sur la première longueur. J'ai pas retrouvé le topo de Rémi Tivelle. Lui, il avait fait un topo comme il fait, hyper précis et tout. J'ai vu sur son site, mais il n'y avait pas le topo. Il n'y avait que le récit. Ah ouais? Ouais. Ouais, il a enlevé le topo, alors peut-être. Quand on commence, après avoir dormi, on a déjà vécu quelque chose en fait. Et il y a déjà des liens qui sont créés. Et c'est la montagne qui crée ces liens. C'est quelque chose de très singulier. Là, on va faire l'arête nord de la Dent du Géant. On ne sait pas trop ce à quoi on s'attend. Et c'est vrai que ça crée une unité. On va essayer de trouver le cheminement ensemble. On va dire l'appel des sommets, ça paraît trivial de dire ça, mais c'était quelque chose de viscéral. Tu t'aperçois que la flamme, elle est la même. Il y a toujours cette passion qui anime les alpinistes, quelles que soient les générations, je dirais. Voilà. J'ai l'impression que ça décuple le plaisir. On vit quelque chose de très fort, tous ensemble. Quand il y a un moment particulier, en fait, on le partage avec l'autre et il s'en retrouve amplifié ce moment-là. Même si on ne se connaît pas très bien, autour de la pratique, on crée tout de suite du lien. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas beaucoup d'environnements et dans pas beaucoup de sports. L'esprit de cordée ne connaît ni âge, ni époque, ni même niveau. Expérience difficile à décrire pour qui n'a jamais cheminé en cordée sur un glacier ou sur une arête, mais qui reste inoubliable chez celles et ceux qui en ont apprécié toute la force silencieuse qui s'en dégage. J'ai entendu, mais je crois que par les 3 monts, c'est quand même raide, un peu neige dure glace là. Ouais. Le bon potage, quoi. Putain, mais c'est tellement classe le casque Dark là. Ouais. Dark Vador. C'est Dark Vador, ouais. Non, ou Black Panther. Ouais, génial. Ouais, c'est un peu le côté obscur de la force. C'est quand même du terrain un peu mouvant. Hein. Peut-être on s'encorde là, non? Par terrain mouvant. Ce que Benjamin veut dire, c'est que le rocher n'est pas stable. En cause, le réchauffement climatique qui bouleverse les pratiques, mais aussi les paysages, comme sur cette image de la mer de glace prise en 1900 et sur cette image de la mer de glace prise en 2019. Je vous laisse apprécier la différence. Pour ce qui est des pratiques, une grande partie des courses d'alpinisme doit à présent se penser au printemps plus qu'en été. La fermeture de l'accès au Mont Blanc durant tout l'été 2022 à cause d'un trop grand nombre de chutes de pierres en est une triste illustration. Sur encore. Là, ça ne fonctionne pas. Ah, on peut pas avoir la 4G partout, hein. T'imagines par rapport aux anciens qui avaient rien. Comment vous faisiez quand vous aviez pas la 4G, François? Quand on n'avait pas la 4G, Et ouais. on regardait le rocher, le terrain. Ah. Ah, comment on fait ça?
Pas con ça. Tu l'as pas le topo comme tu campes? Si. Il dit L1, 4B, grimper 20 mètres dans le dièdre et sortir à droite après des blocs raides sur une terrasse Python. Et pour l'approche, ils disent quoi l'approche? L'approche, repérer un dièdre caractéristique. Le départ sera au pied de ce dièdre. Spit et cordelette marquent le départ du dièdre. Bon bah c'est ça, ouais. Ouais, je mets juste un point vers là. On est les enfants un petit peu de toutes ces générations précédentes, on a cet héritage qui est très très fort, qui amène à avoir un regard assez similaire à tous les anciens. Alors on cherche encore de quoi ouvrir des voies, que ce soit dans les Alpes, que ce soit en Himalaya, à améliorer ce qui a déjà été fait sur des voies déjà ouvertes. Et la seule grosse différence, c'est ce réchauffement climatique qui nous empêche de faire certains itinéraires, mais qui en ouvre d'autres aussi. Globalement, évidemment, on en ressort perdant, mais on a quand même toujours ce goût de l'adaptation. Et moi, je suis quelqu'un qui a envie de rester optimiste. Et même sans glacier, on aura toujours, à mon avis, cet amour de la montagne, comme l'avaient nos anciens. La corde qui fait des twists là, c'est à beau à assurer. C'est trop vite. Francesco. Pourquoi on va en montagne? Finalement, c'est pour avoir la paix. Pour être tranquille. C'est pas faux. Hein. Comment tu disais, François? C'est agarophobe? Agoraphobe. Tu peux passer devant ou pas? Ouais, allez. Je vais me découper sur l'arête. Magnifique, François, fais-toi beau. Les échanges avec les générations suivantes et avec les jeunes, je trouve ça génial. Le moment qu'on a passé avec Annabelle et Benjamin, ça a été super, avec beaucoup de respect mutuel. J'ai trouvé ça vraiment une très belle expérience. L'alpinisme de haut niveau, c'est à la fois fantastique, mais quand on s'engage comme ça, comme j'ai pu le faire solo pendant 10 ans, c'est peut-être justement pour se reconnecter à soi-même, pour apprendre à s'aimer qu'on a un tel type d'engagement. On risque justement d'y laisser sa vie. Vous l'aurez compris, la question de l'engagement dans la pratique de l'alpinisme est essentielle. Mettre sa vie en danger n'est pas une mince affaire, et chaque alpiniste cherchera à trouver une forme d'équilibre entre prise de risque et raison, qui lui permettra d'évoluer dans sa pratique et surtout de rester en vie. You follow me? Ouais, je suis là. Je regarde pas la montagne en me demandant qu'est-ce qui serait nouveau. Je regarde une carte et je me demande qu'est-ce qui fait sens à mes yeux, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et parfois, il y a des projets qui, moi, me font vibrer et qui me motivent, mais qui, d'un point de vue extérieur, n'ont rien de particulier, mais à mon échelle, c'est extraordinaire. J'essaie de prendre le temps et accepter que je sache pas forcément tout à l'avance. Pendant un moment, je prévoyais à l'avance, je me disais ok, cette année je fais ça, ça, ça. Et maintenant, même si j'ai des objectifs marqués, j'essaie aussi de garder une part de tiens, je vais aussi laisser la montagne m'inspirer. J'essaie de trouver un petit peu cet équilibre-là. Bon bah merci de m'avoir supporté les Jones là. On n'est pas arrivé et c'est avec plaisir. Il nous reste encore quelques mètres d'ascension là. Et ben voilà. Bravo François. Bah merci à toi, merci à toi Annabelle. Bien joué hein. Bravo. Sonne la cloche. Yeah. Alice, bon cœur. Comme au Tour de France. Allez, une petite pensée à tous les amis disparus là. C'est important de penser à eux. Particulièrement quand il y a des conditions comme ça.
crois que je vais arrêter parce que ça va me faire chialer. Ouais, moi ça me fait chier. Pionnière, pionnier, il est temps de regagner la vallée. À la manière de François, Annabelle et Benjamin, respectons les anciens et la montagne. Ayons à cœur de transmettre notre passion et continuons à faire évoluer notre pratique face au changement climatique. Vibrons à l'unisson pour la montagne et restons, chacun à notre manière, les pionniers de notre temps. Pour moi, être pionnier, c'est essayer d'aller au-delà du possible. C'est être dans l'exploration. Ça peut être une exploration personnelle, de qualité physique ou technique. Ça peut être l'exploration de nouveaux territoires, de nouvelles lignes. En tout cas, c'est avoir cet œil très ouvert, curieux, et souvent prendre un autre chemin que l'autoroute principale que pourrait prendre une foule de personnes. Voilà, c'est faire un pas de travers. François, il avait dit une super phrase. Il disait être les pionniers de nous-mêmes. Et je trouvais ça assez classe, assez poétique. Parce qu'en fait, être pionnier d'un point de vue extérieur, c'est à peu près réaliser des innovations au niveau sportif dans le milieu, des enchaînements qui n'ont jamais été faits, dans des vitesses qui n'ont jamais été vues. Mais en fait, les chiffres, c'est pas ça qui nous marque. Ce qui nous marque, c'est nos expériences qu'on vit là-haut. Et pour vivre des expériences intenses et extraordinaires, c'est que ça vienne vraiment de nos tripes et que ce soit des projets qui nous fassent vibrer. Tomorrow in this land, it won't be very nice to see. If we can, sister, brother, come and